Grosseur. Je disais bonjour à tous, Live Code avec Bachar Essed comme tous les jeudis soirs 18h. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler CDK avec RDS, CDK avec EC2 et faire de la rotation de secret. Et comme d'habitude, nous sommes en duplex Genève-Paris avec à droite Bachar, à gauche Sébastien. Bachar est notre architecte en chef, codeur fou sur ce projet-là. Donc le projet qu'on fait depuis 5 semaines maintenant consiste à porter une application Node.js avec sa base de données et en respectant les best practices de déploiement sur AWS, notamment l'automatisation du déploiement. Et donc dans le premier épisode on avait tout fait à la main. Dans le deuxième épisode on a créé un script avec le CDK pour créer le réseau. Dans le troisième épisode, je me souviens plus, et de moi Bachar. C'est la base de données, non? Ah ouais, on a commencé à jouer avec la base de données, à la main aussi. Ensuite, dans le dernier épisode, celui de la semaine passée, on a automatisé le déploiement de la base de données. On avait un peu ramé à la fin, mais on y était arrivé en 1h15, si je me souviens bien. Donc maintenant, on a un script CDK qui fonctionne pour déployer la base de données. Tout le code qu'on implémente et qu'on vous montre est sur le GitHub de Bachar, dont le lien se trouve dans les commentaires sur Twitch et également à l'écran pour le moment, github.com/alphaluigi/livecoding. Alors, avant de se faire interrompre par la voix et d'avoir la feuille de route de ce jour, un petit récap au niveau code de ce qui s'est passé avant. Je crois que tu as un peu bossé ce week-end aussi et tu as rajouté un script CDK qu'on n'avait pas encore montré, mais qui est là maintenant. Ouais, j'ai rajouté en fait un script CDK pour EC2 pour déployer l'instance EC2 de manière automatisée en utilisant le AMI qu'on avait créé. Et puis ça déploie aussi le security group qui est nécessaire pour que l'application soit donc sur le port 80. Et puis ça déploie aussi une Elastic IP pour que l'IP adresse ne change pas constamment quand on éventuellement si on change l'instance ou que donc avoir une IP un peu fixe. On peut aller ligne par ligne dans ce code-là? Oui, bien sûr. Ouais. Donc là en parallèle, je vais augmenter mon écran. Donc là, en parallèle, il se passe des choses. Donc là, en gros, au niveau du... donc une fois de plus, quand on rajoute des stacks, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire deux choses. Il faut rajouter un fichier, une classe qui va étendre CDK stack. Donc dans ce cas-là, moi je l'ai appelé guestbook EC2 stack, elle est en CDK stack. Et ce qu'il faut implémenter, en fait, c'est la logique, toute la viande. Elle est dans le constructeur. Donc, dans le constructeur de la classe, vous mettez ce que vous voulez faire. Moi, vu que j'avais déjà un stack on avait déjà créé un stack pour le VPC, qui est une autre classe et qui est indépendant. Puis on n'a pas forcément envie à chaque fois de redéployer le VPC. Le VPC, c'est quelque chose qu'on déploie une fois. Donc il faut que je puisse avoir en fait une référence à ce VPC. Donc là, la ligne que vous voyez ici, ligne numéro 15, en fait, dans les propriétés de ma classe, j'injecte j'injecte en fait des paramètres et des objets. Là, j'ai le VPC qui a été créé, mais injecté. Alors, je vous montre comment est-ce que je l'ai injecté. En fait, si on regarde dans le script principal, vous savez, qui est sous /bin, qui est donc celui qui est invoqué quand on fait un CDK deploy, un CDK send, toutes les commandes CDK, en fait, ça c'est notre point d'entrée, c'est ce qui est dans le répertoire bin. Donc notre fichier guestbook-cdk.js, lui, il contient en fait un peu de logique ici que j'ai rajouté. Ce que ça fait en fait, en gros, c'est que il y a deux scénarios. Il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario
où en fait j'exécute, je recrée et le VPC et l'instance en même temps. C'est un scénario qui est possible. Ça va pas arriver souvent parce que une fois de plus on déploie le VPC une seule fois, mais ça pourrait arriver si on déploie un nouvel environnement, on veut peut-être le faire d'un coup. Donc si c'est le cas en fait, si le VPC stack a été créé puis qui vaut quelque chose, on va juste chercher, on va juste initialiser en fait dans cette variable, on va récupérer le VPC. Donc ça, cette méthode getVPC, ça retourne juste le VPC. Sinon, on fait un lookup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit le nom. Donc ça, c'est le nom, ça c'est la nomenclature qui a été construite. Donc si on change dans le fichier de config le nom, si ça devient le VPC pour dev, etc., la nomenclature, on va pouvoir dynamiquement retrouver le nom. On n'a pas besoin d'hardcoder le nom. Puis en gros, il y a une méthode dans l'objet VPC, il y a une méthode qui s'appelle fromLookup où on peut faire un lookup par string en cherchant sur le nom du VPC. Donc là, je cherche en fait VPC name égale ça, en fait, finalement. Et ça, si vous voulez, là, si je vous montre au niveau de la console, si on va voir nos VPC qui existent, donc on devrait voir qu'il devrait y avoir 2 VPC théoriquement. Donc là, en gros, c'est ça, cette nomenclature, c'est que ça prend, ça va dans le contexte de l'environnement dev, ça va générer ça comme nom. Dans le contexte de l'environnement prod, ça génère ça comme nom. Donc ça, cette magie, un petit peu, on l'a fait pour pouvoir en fait facilement utiliser le même code une fois de plus et pour la prod et pour la dev. J'ai aussi rajouté un petit peu de code aussi pour pouvoir générer les autres stacks. Donc j'ai rajouté le code pour pouvoir générer le stack de l'instance EC2 ici, qui est là et qui va fonctionner et pour dev et pour prod. Une fois de plus, en jouant avec le préfixe. Le préfixe, c'est le type d'environnement. C'est une variable que je passe quand j'invoque mon CDK. Donc quand j'invoque par exemple, je fais un CDK list. Je lui passe en contexte une variable que j'appelle env qui vaut soit dev, soit prod. C'est ça en gros la syntaxe. Donc quand je fais deploy, excusez-moi, il faudrait que j'enlève le deploy là. Donc quand je fais un CDK list par exemple, ce sera ça. Si je fais un deploy, ça utilise les mêmes arguments. Donc en gros j'ai ça. Et si on retourne maintenant, donc là j'ai mon VPC et mon VPC j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin, Sébastien? J'ai beaucoup parlé. Pourquoi j'ai besoin du VPC? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du VPC? Parce qu'il faut le passer en référence aux instances Amazon EC2 et à la base de données, parce que la base de données, elle doit savoir dans quel réseau elle va fonctionner. L'instance Amazon EC2, elle doit savoir dans quel réseau elle doit fonctionner. Et donc, il faut passer une référence au VPC qu'on vient de créer. En parlant de VPC, il y a Thibaut qui pose une question dans le chat qui dit j'ai tenté d'utiliser le CDK, j'ai laissé tomber pour le moment parce que j'étais bloqué sur ce genre de choses, justement les lookups, pour récupérer la liste des availability zones, pour créer des subnets. C'est un peu déroutant. Est-ce qu'on peut rappeler comment tu crées des subnets? Je ne pense pas qu'il y a besoin de connaître la liste des availability zones. On peut juste dire, tu crées sur 2 availability zones ou sur 3 availability zones. Il n'y a pas besoin de dire quelles availability zones. Alors, si on regarde, si on fait un petit saut dans notre fichier de CDK du VPC, alors, qui est là. Alors allons voir, qu'est-ce qu'on a ici. Donc ici en fait on avait, alors bon, il y a plusieurs façons de créer, mais si c'est dans le contexte, est-ce que c'est bien dans le contexte de création d'un VPC qu'on parle ici? C'est pas juste, il veut pas créer Thibaut, il veut pas créer juste un subnet seul. Pour créer des subnets, ouais. Donc c'est dans le contexte de création de VPC, on s'entend. C'est pas genre il a déjà un VPC puis il veut rajouter un subnet. Thibaut, je te laisse commenter. Juste pour être sûr. Il a vu que pour le VPC, il pouvait deviner tout seul. Et donc, c'est créer un subnet sur un VPC existant plutôt, le cas d'utilisation. Alors là, effectivement, ça peut être plus difficile. Ouais. Donc là, si c'est dans le contexte d'un VPC, en fait, il y a une propriété qui s'appelle maxAZ qui va permettre de définir en fait sur combien ça s'étend. À noter qu'il y a comme un truc, c'est qu'il faut s'assurer de configurer, en fait, de passer quand on crée le CDK app, ça c'est dans bin. Donc si je retourne dans bin, il faut s'assurer de passer dans le stack
ici, quand vous créez vos stacks, il faut s'assurer de passer dans les propriétés quelques variables d'environnement. Donc, il faut passer en fait un account et une région. C'est écrit dans la documentation que si on passe pas ça, par défaut, ça limite à deux easy. Je sais pas pourquoi. Bon. Mais en gros, donc si vous voulez en fait, si vous définissez ça, là du coup, vous pouvez utiliser tous les easy de la région. Et quand vous invoquez la commande, quand vous utilisez la classe VPC, ben, vous pouvez définir ici le max. Puis du coup, ça va s'étendre sur ce max là. Donc si ça vaut 3. Nous, je crois, on utilise 3 easy d'habitude. Là, je vais avoir 3 easy. Et il y a 3 subnets. Donc 3 fois 3, j'ai un total de 9 subnets. Maintenant, pour revenir à la question, j'ai fait un peu une loupe là. Allons voir. Écoute, je peux regarder une minute. Je vais vite regarder. Honnêtement, je connais pas la réponse par cœur là. Je vais vite aller voir s'il y a quelque chose. Mais là, en tapant AWS CDK subnet, donc là, il y a la classe subnet. Qu'est-ce que je vois dans la classe subnet? Elle prend donc le scope, ça c'est 10. L'ID, ça c'est un nom unique qu'il faut donner, donc ça pourrait être mon subnet ou whatever. Puis après, il y a des propriétés et on regarde dans les propriétés qui sont donc si vous voulez regarder un peu les propriétés, on clique là-dessus et les propriétés qu'on peut placer, c'est les suivantes. C'est l'availability zone, CIDR block, VPC ID, etc. Donc ouais, donc là, il faut connaître, il faut avoir la liste, il faut définir, en fait, c'est un string, donc il faut lui donner la zone d'availabilité. Donc, est-ce que la question de Thibaut, c'est de savoir comment récupérer cette liste par rapport à la région? Je crois, oui. Ok, alors je crois qu'il y a un lookup, hein. Je pense qu'il y a un lookup, si on fait un petit peu de recherche. Je pense qu'il y a un lookup pour. Il y a stack.availabilityZone. Alors. Ok. For example, you can get a list availability zones that are available in a given AWS account and region using the stack.availabilityZone method. Donc, je pense qu'il faudra utiliser ça, Thibaut. Il faudra essayer cette méthode. Donc stack.availability, en fait c'est pas une méthode, c'est une propriété, ça, c'est pas une méthode. Donc cette propriété, je pense qu'elle expose, voilà, ouais, c'est une propriété. Une propriété du stack. Voilà, une propriété du stack. Alors peut-être essayer là-dedans, ça te donne un array, ça te retourne la liste des easy, et puis à partir de cet array, tu peux, je sais pas moi, sélectionner celui que tu veux, enfin sélectionner le premier, ou je sais pas comment faire la logique que tu as envie. Ouais. J'espère que ça répond à ta question. Mais... Ouais, je suis en train de regarder la doc en même temps et en fait c'est l'équivalent de fn get easy dans CloudFormation. Et donc c'est au niveau du stack, c'est pas nécessairement intuitif ça. C'est au niveau du stack qu'il faut aller chercher cette propriété. D'ailleurs, il y a plein de propriétés intéressantes Donc en gros, ça serait comme ça. Au niveau du stack, ça serait this.1. Ça serait comme ça qu'il le récupérerait. Hein. C'est ça. Ouais. Je l'ai bien orthographié, availability, il semble qu'il y a un id, ouais, bon, voilà. On se comprend. Et là, Thibaut nous dit que quand il essaye ça... qu'est-ce que ça retourne? Un arrêt vide. Alors, est-ce qu'il a configuré la région? Est-ce qu'il a fait... Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Est-ce que dans l'environnement, tu as bien mis la région et la count? Ouais. C'est probablement là qu'il faudrait regarder après. Ouais, donc ici, on va mettre ça... Voilà, env égale, donc une variable qui s'appelle env, et puis mettre account et region. Donc voilà, c'est ce format-là. À vérifier. Ouais. À vérifier, cool. Bah, tu nous diras, j'espère que ça marche. Ouais. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, si on retourne à nos moutons, la classe EC2, donc voilà. Ah ouais, donc EC2. Donc, tu parlais du VPC tantôt en expliquant que c'était nécessaire pour le placement de l'instance. Donc là, il est en fait fourni ici. On peut aussi en fait fournir donc le type d'instance, le nom, bien entendu, et quelque chose d'important, enfin deux choses importantes, enfin trois choses importantes. Tout ça c'est important en fait. Tout est important ouais, finalement. Donc le AMI, l'image qui va être utilisée en fait pour installer le serveur, le rôle
le rôle IAM et le security group. Est-ce que tu voudrais expliquer c'est quoi le rôle et le security group? Ouais, je vais expliquer ça. J'ai une question d'abord pour toi, peut-être. Pourquoi est-ce qu'il y a... Mais c'est une question piège, peut-être que tu connais pas la réponse. C'est pourquoi il y a VPC et subnet. Intuitivement, je me dis, tiens, si on lui passe les subnets, il devrait trouver le VPC. Question. À mon avis, un des deux qui est optionnel. Il ne faut pas nécessairement passer les deux. C'est vrai que ça semble redondant. Laisse-moi voir la... Je te laisse regarder ça et moi j'explique pourquoi on passe un rôle et pourquoi on passe un security group. Donc security group, c'est un mécanisme de filtre réseau qui enveloppe, j'aime bien prendre l'image d'envelopper, un bouclier derrière lequel on met vos instances Amazon EC2 ou vos bases de données par exemple, et qui définit quelles sont les connexions rentrantes qui sont autorisées. Par défaut, il y a un security group vide qui est attaché quand vous lancez une instance EC2, ce qui est très sécurisé parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion entrante qui peuvent être faites vers votre instance, mais pas très pratique si vous devez déployer un serveur web comme nous sur cette instance. Donc ici, quand on crée une instance, on va rajouter un security group qui va autoriser le trafic sur le port HTTP 80 venant de n'importe quelle adresse IP sur Internet. Le rôle, c'est autre chose. Le rôle, c'est un ensemble de permissions IAM qu'on veut passer à l'instance, et donc tous les process, toutes les applications qui tournent sur cette instance auront accès aux permissions, auront les droits qui sont définis dans le rôle. Par exemple, si mon application, elle doit lire un fichier sur S3 ou écrire dans DynamoDB, eh bien, il faut aller mettre des permissions dans un rôle et attacher ce rôle au moment où on lance l'instance. Tu peux me rappeler pourquoi, j'ai honnêtement oublié, pourquoi on a un rôle, ah oui, pour Secret Manager, c'est ça? Alors le rôle, ça pourrait être, ça serait potentiellement par exemple pour Secret Manager ou pour pouvoir accéder à des ressources qui sont des ressources AWS. Donc il y a un rôle là qu'on a mis en place. Je sais pas c'est quoi le rôle. Excuse-moi. Là en fait on a mis un rôle même pour pouvoir utiliser SSM. Ah oui, pour faire. Donc c'est pour pouvoir faire du SSH. Alors ça, bon, on n'est peut-être pas obligé de le garder, hein, parce que du coup, on n'est plus vraiment. Ça, on avait commencé, tu sais, à faire par SSH à se loguer, mais au fur et à mesure qu'on va évoluer un peu dans notre projet, on n'aura pas besoin de ça. Hein. On va plus trop faire du SSH, et puis on n'aura plus besoin d'utiliser Session Manager. Ouais, pour aller se loguer. SSM, c'était pour se connecter, faire des SSH vers la machine, enfin des connexions en tout cas, c'est pas tout à fait SSH, mais équivalent à SSH vers la machine. Ouais. À partir du moment où on automatise l'infrastructure, on n'a plus besoin de faire ça. C'est quelque chose que vous gardez au début, quand vous testez, quand il faut débugger, quand il faut se connecter à la machine. Une fois que tout est automatisé, a priori, il n'y a pas besoin de faire des connexions sur la machine. Donc voilà pour les rôles et les security groups. Tu as pu trouver quelque chose sur VPC versus Subnet, pourquoi il y a les deux? Ouais, faut arrêter de me poser des questions pièges. Hein. Mais oui, alors écoutez, en fait, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi il y a VPC et pourquoi il y a Subnet? C'est vrai que on voit le code, ça un peu, ça transparaît. Donc en gros, bon, première chose à savoir, le paramètre VPC est obligatoire. Okay. Donc il faut absolument mettre un paramètre VPC quand on utilise la classe EC2. Okay. Donc là, si vous allez voir ici, VPC, c'est pas en optionnel, donc c'est obligatoire. Le paramètre, donc le VPC, c'est le VPC où on veut déployer. Le VPC subnet, c'est en fait une sélection de subnets que on va pouvoir définir, qui va faire que en fait l'instance va être placée dans un subnet spécifique. Donc par défaut, il y a un comportement par défaut. Donc si on ne définit pas, si on passe juste VPC et on passe pas de VPC subnet, on peut voir ici dans la documentation que ça dit que par défaut, ça va targeter un subnet privé. Ça va prendre un des subnets privés qui est à disposition. Donc vous vous rappelez, on avait 3 types. C'était quoi les 3 types de subnets qu'on avait déjà? Question pour un champion. Public, private, et il y a ce nom un peu bizarre que j'oublie tout le temps, confidential ou quelque chose comme ça. Il est tout seul. En gros, on peut même pas faire des connexions sortantes. Mais j'oublie toujours le nom parce qu'il est vraiment spécifique du CDK. Isolated, c'est ça, oui. Je l'ai vu en code. Isolé. Et donc ça, c'est pour les connexions. Bravo. J'ai plus que 70. Et Thibaut avait répondu à la question au subnet également en disant que voilà, le subnet permet de préciser dans quel subnet on veut déployer l'instance. Sinon, il en choisit un au hasard dans les private. Exact. Donc là, moi je l'ai spécifié. Bon, après, si vous voulez dans les private, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous conseille, ça c'est une opinion personnelle. Moi personnellement, j'aime bien être explicite quand je code.
Je préfère un peu être explicite des fois parce que le problème de l'implicite, c'est que des fois c'est pratique parce qu'on écrit moins de code, mais du coup on peut oublier. Alors après ça c'est une question d'opinion, hein. On peut tout à fait argumenter le contraire en disant ouais, moins de code, c'est plus facile à lire. Je suis tout à fait d'accord. Mais après ça fait plein d'hypothèses ouais, ça fait plein de conventions et ouais. ça assume que tous ceux qui vont lire le code connaissent les conventions. Donc moi je suis comme ça, je préfère de l'explicite que du convention dans le code. C'est plus facile à maintenir quand on C'est ça. Après, il faut trouver l'équilibre, pas non plus se retrouver avec 10 000 lignes de code par classe, mais oui, essayez d'être explicite sur les trucs qui sont importants, que vous jugez importants. Ça, c'est un peu mon conseil de grand-père là. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre si on retourne à notre classe EC2, donc on a un peu, ça c'est toutes les propriétés en fait de notre instance. Un truc, comment est-ce qu'on peut récupérer l'image de l'AMI? Alors, en fait, il y a une fonction lookup dans la classe machine image. Donc, machine image, c'est une AMI. Hein. Il y a une fonction lookup, une méthode lookup, qui prend comme paramètre, donc on peut passer un name, qui est le nom de l'AMI. Donc, si on va voir ici dans EC2, vous vous rappelez, on avait créé une AMI. Notre AMI à nous. Voilà, notre AMI à nous, c'est notre ami. Et où est-ce qu'elle est? Ben, je crois qu'elle est là. C'était Guestbook App, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle a un nom qui est là, qui est image Guestbook App. Donc, ce nom-là, il devrait être dans la config. Ouais, c'est ton propre instance machine image. Voilà. Donc ici, machine image. Donc moi je sors les choses, hein, vous constatez, hein, je sors de plus en plus, le fichier de config devient de plus en plus long, parce qu'à chaque fois que je vois un truc, je le sors, j'essaie de l'externaliser pour rendre ça configurable et un peu plus facile à gérer, au lieu d'arcoder les trucs. Alors, et si on continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, c'est comme ça qu'on retourne l'AMI. Le rôle, alors bon, le rôle, on a dit c'est optionnel, mais voilà, si jamais vous voulez créer un rôle, il y a aussi une classe rôle. Donc le rôle, il faut définir qui peut l'assumer, le nom du rôle, une description, c'est toujours bien, et les policies. Donc là, on utilise une policy qui est managée. Managée, ça veut dire qu'elle est déjà définie par IAM, elle a un nom. Vous ne devez pas vous occuper de maintenir cette policy, elle est préconstruite pour vous. Je voulais rajouter quelque chose sur ce truc-là, machine image. Ah oui, oui, c'est important de référencer le machine image, difficile à prononcer, par nom et pas par AMI, parce qu'on pourrait le faire par AMI ID également, mais n'oubliez pas que l'AMI ID c'est vraiment une machine image, elle est fixe dans le temps. Alors, oui, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Je vois que tu opines du chef, Bachar. Non, mais tu as raison. Si vous voulez fixer votre infrastructure, que ce soit cette EMI-là, cette version-là, une fois pour toutes et ne plus jamais changer, alors vous référencez par les EMI ID. Si au contraire, vous voulez qu'à chaque fois que le CDK script prend la dernière version de l'EMI ID, vous la référencez par le nom. Et comme ça, c'est la dernière version de votre EMI ID qui sera utilisée pour créer l'instance C2. Ça, c'est un très bon point. Ouais. Non, mais tu as raison. Est-ce que tu veux nous parler un peu d'Elastic IP je te laisse parler de ces quelques lignes de code. Bien sûr. Chaque fois qu'on fait un stop et qu'on fait un start d'une instance EC2, elle reçoit une nouvelle adresse IP publique. Ou, dans ce cas-ci, imaginez qu'on exécute plusieurs fois le script CDK, on fait des tests, on efface, on recrée un stack avec donc une nouvelle instance, elle va avoir une nouvelle adresse IP publique, et privée d'ailleurs. Alors, pour les privés, c'est vraiment pas important, mais pour les publics, tant qu'on n'aura pas ajouté de load balancer, qui viendra probablement la semaine prochaine, c'est assez embêtant qu'un serveur web ait une adresse IP publique différente à chaque fois qu'on le redémarre ou à chaque fois qu'on en crée un nouveau. Alors on pourrait imaginer des moyens où au démarrage de la machine, on va s'enregistrer dans un DNS et des choses comme ça, mais il y a un moyen plus simple qui consiste à allouer une adresse IP du pool d'adresses IP d'Amazon. C'est ce qu'on appelle une Elastic IP, et cette IP, on la réserve pour nous, elle est réservée au niveau de notre compte, de notre région, et on peut l'allouer à différentes machines au travers du temps. Donc si jamais cette machine-là disparaît, ou un peu plus tard une autre machine, on peut réattacher l'élastique IP à n'importe quel Amazon EC2 instance dans cette région-là, dans ce compte-là. Et donc ça permet de garder une adresse IP qui est stable sur le temps. Donc là, je lis le code et tu crées une nouvelle adresse IP, tu ne fais pas une allocation. Hein. Donc à chaque fois que tu exécutes le code, c'est une nouvelle IP qui est exécutée, c'est correct ?
Oui, alors dans ce cas-là, j'ai mis dans la même classe. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut séparer, hein. Donc l'idée, c'est toujours un peu le code de se refactorer. Le code va évoluer, hein. Mais tu as raison. Dans ce cas-là, je crée et l'instance et l'élastique IP et je l'assigne. Je l'assigne au moment de la création ici. Donc je lui donne instance ID. Je lui dis, bah, c'est cette instance ID là. Donc ça crée et ça assigne. Mais c'est vrai que je veux pas forcément. Mais une fois de plus, hein, c'est du code. Le code, ça va être facile à bouger, hein. C'est toujours facile là, de recréer un autre stack et dire ah ben maintenant je fais ça ailleurs ou je fais ça une fois. Et je pense. Ouais. On va pas passer trop de temps sur l'élastique IP parce qu'à un moment ou l'autre, c'est le load balancer qui va avoir un nom stable, un nom DNS stable qu'on pourra aller taper sous la forme d'un alias genre monapplication.masociété.com. Et donc ici, c'est un peu temporaire en attendant qu'on ait un load balancer. Donc on va pas, ça vaut peut-être pas la peine de passer trop de temps dessus. En revanche, je voulais quand même rajouter une chose, c'est que les EIP ne sont pas gratuites si vous les utilisez pas. Alors je sais qu'il y a 2 négations dans ma phrase, je devrais éviter les phrases avec 2 négations, mais c'est le seul service AWS à ma connaissance qu'on vous facture si vous n'utilisez pas. C'est assez bizarre, mais je vous explique. Les adresses IP sont gratuites, mais si vous en réservez une pour vous et puis que vous ne l'attachez pas à une instance qui fonctionne, eh bien, d'une certaine façon, vous réservez une ressource rare, qui est une adresse IPv4. Si vous ne l'utilisez pas, on va vous facturer à l'heure. Alors, c'est pas énormément, c'est 0,00 quelque chose. Mais pour ne pas être facturé, il faut qu'une Elastic IP soit attachée à une instance EC2 qui fonctionne, pas une instance EC2 qui soit arrêtée, parce que sinon, de nouveau, vous n'utilisez pas votre adresse IP. Donc, si vous avez des réservations d'adresse IP élastiques, n'oubliez pas de les attacher à des machines EC2 qui tournent, autrement, vous serez facturé quelques dollars par mois, c'est pas énorme, enfin bon, c'est quand même autant garder ces dollars pour vous plutôt que les donner à AWS. Ouais, bah écoute. Et donc, tu as tourné ce stack-là, CDK deploy, et on a notre ouais, je l'ai tourné. Bah, je suis en train de. Là, je suis en train de deleter sur un autre. Parce qu'il est déjà tourné, donc je peux pas. Je suis en train de le deleter. Bah, je suis en train de le deleter, comme ça, je peux le remontrer. D'accord. Donc, on peut faire ça en parallèle après. Et sinon, l'autre chose qu'on peut aussi vite fait parler, c'est dans RDS, j'ai fait un petit peu des modifications par rapport à la dernière fois. Donc c'est essentiellement, c'est pas tellement la création de RDS du cluster, c'est plus par rapport aux credentials, aux database credentials et aussi introduire une notion de rotation que la voix nous demande de faire. Là, il y a un petit challenge. Je dois avouer qu'il y a un petit challenge qui m'a un petit peu embêté. C'est le problème de l'œuf et de la poule. On va en parler. On va écouter notre assignment de cette semaine. Il est déjà 6h30, il nous reste une demi-heure. Mais c'est un petit assignment cette semaine. On voulait passer du temps à revoir les bases de CDK avant de faire un petit changement dont on va parler maintenant. Et puis comme ça, la semaine prochaine, on pourra repartir sur sur autre chose plutôt que passer du temps dans le CDK. Knock knock. Coucou, bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est cool d'avoir codé le déploiement de la base de données avec le CDK. N'oubliez pas que nous sommes obligés de changer les mots de passe sur nos systèmes tous les 30 jours. Votre 5e mission consiste donc à mettre en place un système automatique de rotation de mots de passe. Je compte sur vous les gars. Vous avez 1 heure. C'est la vie. Donc on n'a plus tout à fait 1 heure maintenant, on a une demi-heure pour mettre en place un système de rotation de mots de passe. Donc la semaine passée, quand on avait créé la base de données, on avait une base de données avec un mot de passe pas hardcodé, mais un mot de passe qui était stocké dans un service qui s'appelle Secret Manager. Et Secret Manager est un service managé pour gérer des secrets, typiquement des clés d'API ou des mots de passe. Jusque-là, tout allait bien. On voit ça sur la ligne 54, là, dans le bas de l'écran de Bachar maintenant, la création du Secret Manager. On avait aussi changé l'application Node.js pour ajouter quelques lignes de code pour qu'elle aille chercher le secret dans Secret Manager plutôt que dans son fichier de config. Voilà, Bachar a remis ça à l'écran, merci. Et c'est où tu as fait une petite recherche sur Secret Manager. C'est du code super facile parce qu'il est donné par la console de Secret Manager lui-même. Et donc ici, voilà, il y a une méthode qui s'appelle getSecretValue.
qui va chercher dans Secret Manager le secret et qui le donne à l'objet config de la base de données. Et c'est au démarrage de l'application qu'elle fait ça. Donc attention, l'application doit avoir les droits IAM pour pouvoir accéder à Secret Manager. Et donc dans le rôle de l'instance EC2, il fallait autoriser cet accès à Secret Manager. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine passée. Maintenant, arrête-moi hein, si tu veux, Vacha, Secret Manager permet également de faire quelque chose qui s'appelle de la rotation de secret. Donc la rotation de secret, ça veut dire à intervalles réguliers, il y a une fonction lambda qui va se déclencher, qui va changer le mot de passe dans la base de données et changer le mot de passe dans Secret Manager. Donc, et si on active ça, et bien, automatiquement, sans rien faire, il y aura un nouveau mot de passe tous les X jours, ici tous les 30 jours, dans Secret Manager. Alors quand on fait tout en console, dis-moi si je me trompe, mais je crois que la console de Secret Manager génère la fonction lambda pour nous. Ouais. Et on n'a rien à faire, c'est génial, il y a une fonction lambda qui est créée, elle est schedulée pour fonctionner tous les 30 jours. Le code est là, c'est pas du code très difficile à comprendre, il génère un mot de passe aléatoire, il se connecte à la base de données avec l'ancien mot de passe pour faire un changement de mot de passe, et puis il va stocker dans Secret Manager le nouveau mot de passe qu'il a géré. Donc c'est du code, c'est quoi que tu as là sous les yeux? C'est du Python. Alors ouais. Bon, c'est une fonction Python, mais bon, voilà, nous on est tout en JavaScript, mais c'est pas très grave parce que voilà, il faut considérer ça comme on va pas gérer ce code, quoi. C'est une fonction qu'on va utiliser telle quelle. Et l'idée, ça serait d'automatiser cela. Donc, dans le script CDK qu'on a fait la semaine passée, on crée un secret dans Secret Manager et on donne la référence à Secret Manager à la base de données. Là, ce qu'on voudrait maintenant, c'est changer la création de Secret Manager pour dire « Hey, Secret Manager, non seulement tu crées le secret, mais en plus, tu me crées cette fonction de lambda de rotation. » D'accord ? Ouais. Et pour rien vous cacher, parce qu'on est transparent avec vous dans cette série, on essaye quand même. Les trucs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait, on les teste quand même avant. Et là, Bachar s'est rendu compte qu'il y a un challenge en testant ça. Tu peux expliquer le challenge, l'os sur lequel tu es tombé en essayant de tester ça ? C'est l'œuf et la poule. C'est le problème de l'œuf et la poule, c'est-à-dire que je suis en train, dans ce stack-là, dans ce code-là, on crée une base de données RDS qu'on va donc on ne sait pas à l'avance c'est quoi son adresse, ça veut dire son endpoint. Donc pour rappel, donc une base de données quand on la crée, ça génère un endpoint qui est un nom de domaine qui va pouvoir résoudre à une IP et qu'on va pouvoir communiquer avec le serveur de base de données. Donc on n'a pas ça, on s'entend, hein. Mais maintenant le script, cette fonction lambda qui est là, qui fait la rotation, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle, en gros, elle prend un username, un password et un host. On s'entend. Et un nouveau password. Et elle va générer un nouveau mot de passe et elle va mettre à jour. Mais elle a besoin du username et du mot de passe et du host pour pouvoir, et savoir aussi quel genre de base de données, est-ce que c'est MySQL, est-ce que c'est Postgre, pour pouvoir en fait s'exécuter de manière correcte. Okay? Oui, en fait c'est normal, c'est du code qui va se connecter à la base de données pour changer le mot de passe. Donc elle doit savoir où je dois me connecter, quel est le nom DNS de ma base de données. Exactement. Et ça, dans le code, il y a en fait le code le récupère. Ce qu'il fait, c'est qu'il le récupère du secret. Donc le secret qui a été créé, il doit contenir cette information. Il doit contenir username, password, host et engine. Oui, c'est 4 paramètres qui doivent être là. Dans un secret, c'est pas juste un secret, c'est pas juste un mot de passe, c'est un objet JSON. C'est un dictionnaire. Donc une association clé-valeur. Et les gens qui ont conçu la fonction lambda de rotation, ils ont fait un truc intelligent, ils vont chercher dans Secret Manager non seulement le mot de passe, mais également les quelques autres métadonnées dont ils ont besoin, le nom DNS de la machine où il faut se connecter, le type de base de données pour savoir quel type de commande il faut envoyer, c'est pas la même commande pour changer le mot de passe sur Postgres et sur MySQL par exemple, et évidemment le mot de passe et le nom d'utilisateur qui permet de se connecter. Donc là on le voit, on a password, engine, host et username. To do, c'est quoi? C'est un truc de test? C'est juste un test, okay, là, ouais, je peux désolé, il faut pas trop... c'est moi qui m'amuse. Et donc le problème de l'œuf et de la poule, c'est quoi? Alors le problème de l'œuf et la poule, c'est que du coup, donc on commence à créer la base de données, et puis la base de données, quand on la crée, potentiellement, on veut lui donner un mot de passe, on veut générer un mot de passe aléatoire.
Donc si on prend cette approche de dire, ben, je veux générer un mot de passe aléatoire au début, je veux pas en hardcoder un, ben, on arrive avec ce problème de l'œuf et la poule dans le sens que pour générer le mot de passe, on utilise Secret Manager. Donc on crée un secret, mais dans le secret, on a besoin de pouvoir pointer vers le host et on n'a pas cette information à ce niveau-là. Donc c'est comme on a une référence cyclique là, c'est-à-dire que si dans le code je dis en même temps que j'ai besoin d'avoir le endpoint du RDS dans mon Secret Manager et en même temps je dis quand je crée la BD le mot de passe utilise le du secret, c'est l'œuf et la poule. Donc bon, l'approche que là je me suis dit à la fin c'est peut-être ce qu'on peut faire c'est on peut hardcoder entre guillemets un mot de passe initial. C'est une approche. Alors on peut discuter. Moi, j'aime pas beaucoup hardcoder les choses, mais une option, ça serait de dire on hardcode un mot de passe initial qu'on connaît, donc qu'on maîtrise. Donc du coup, on n'a plus besoin de Secret Manager pour le mot de passe initial qui est généré. Donc là, vous voyez, j'ai hardcodé chips 1, 2, 3, 4, 5, 6 point d'exclamation. Et puis là, je crée je crée d'abord ma base de données. Comme ça, on peut récupérer le hostname. Voilà. Et après ça, je crée mon credentials, mais là, du coup, ce que je fais, c'est que je repasse le mot de passe qui était hardcodé là-dedans, et j'ai le host, donc j'ai le endpoint qui est disponible, donc je peux le mettre là. Puis là, ben, j'avais vraiment testé, honnêtement, 2 minutes avant qu'on commence notre truc, hein, je vais être franc avec vous, et c'est ça que ça m'a... donc j'ai vu que ça m'a généré ça a marché. Alors Thibaut et moi, on a la même question. C'est OK, comme ça, on casse la dépendance cyclique entre Secret Manager et RDS, et donc on casse le problème de fait de la poule. Est-ce qu'on peut forcer depuis CloudFormation une rotation du mot de passe immédiatement? Parce que si ça le fait avec un mot de passe qui dure finalement 2 minutes, et puis on force une rotation du mot de passe, c'est pas très grave du coup. C'est pas très grave qu'il soit hardcodé. Ouais, ben en fait, moi je pense qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Il y a ça, on pourrait triggerer le déclenchement. Je pense que ça va prendre une custom resource pour faire ça. Je pense que ou alors on peut peut-être appeler. Non, en fait, on devrait pouvoir appeler Secret Manager. J'ai pas regardé, mais il y a clairement une API. Alors, au niveau du SDK de AWS, il y a clairement une API. Si vous allez là-dessus, vous faites SDK. Mais tu peux pas la mettre dans ton script CDK parce que sinon ça va s'exécuter au moment du synthesize. N'oublie pas que c'est pas. C'est ça le problème, exactement. L'œuf et la poule. Donc je pense qu'il faut utiliser une custom resource. Il faut utiliser une custom resource, une lambda que j'invoque, qui va le faire elle. Et ça rajoute un peu de la complexité. Moi, ce qui m'embête là, c'est que du coup là, on commence un peu à rajouter un peu de la complexité qui est peut-être nécessaire, mais je pense qu'il y a peut-être une façon plus élégante de gérer ça quand même. Alors, Custom Resource, pour que tout le monde nous rattrape, Custom Resource c'est quoi? C'est un moyen de s'échapper de CloudFormation pour faire des choses qui ne sont pas supportées par CloudFormation. Donc n'oubliez pas que tout ce qui est là en JavaScript va générer un script CloudFormation. On peut également déclencher des custom resources. Une custom resource, c'est quoi? Ça va être une fonction lambda que CloudFormation va appeler au moment de l'exécution de CloudFormation avec des messages du genre « crée-moi ta ressource »,« donne-moi le statut de ta ressource »,« update ta ressource » ou « efface ta ressource » si jamais on appelle CloudFormation pour faire un delete. T'avais pas du code quelque part dans un essai d'une vie précédente d'une custom resource lambda? Oui, mais alors il faut que là tu me surprends un petit peu. Non, je pose des questions ouvertes. Comme ça tu me prends à chaud. Alors attends, regarde, je vais faire un truc, je vais lancer le déploiement de l'EC2, c'est ce qu'on a dit avant là, je le lance. Parce que là le stack c'est deleté, donc j'ai juste pour vous montrer, hein, je faisais ça en parallèle là, désolé, mais je deletais, en fait j'ai rapidement deleté le stack de l'EC2, donc je n'ai plus d'instance théoriquement EC2 ici. Il y a Check Rasso qui dit gestionnaire de mot de passe, point d'interrogation. C'est Secret Manager justement. Secret Manager, ça sera notre gestionnaire de mot de passe. Ouais, il va s'occuper de la rotation et tout ça. Donc ouais, c'est ça. Et alors là, je vais lancer, j'espère que ça marche. Alors tu voudrais voir... Non, je suis en train de réfléchir à haute voix des différents moyens. Mais je pense qu'il y a un custom resource ici. Oui, il y en a un. Il y a un sample sur le GitHub de... Il me semble que j'avais vu... AWS Lab. Dans GitHub.
Si tu vois les commentaires Twitch sur un autre écran, tu l'as dans les commentaires Twitch, sinon je te l'envoie. Alors attends, non, je suis pas sûr. Je dois avouer, j'ai pas ouvert Twitch parce que là je suis en. Alors tu me l'envoies, peut-être c'est plus simple. Si j'arrive à faire un copier-coller, ouais. ça va être difficile. Attends, je vais vite aller. Mais je sais qu'il y avait dans le GitHub de trucs chouettes. Il y avait des exemples, parce que c'est là, je sais pas. Ah bah voilà, bah c'est là, je crois. Je crois que c'est là. Oui. Alors c'est en Python. Bon. C'est pas grave ça. Ah non. Alors attention, la lambda est en Python, mais le CDK est en TypeScript. Donc la lambda qui est là, ça c'est en Python. Ouais, je vois ça. Ouais, je me souviens maintenant, je l'avais regardé, celle-là il y a longtemps. Et ma custom resource, elle est là théoriquement. Mais enfin, voilà. Ça ne nous aiderait pas parce qu'il faut en plus arriver à donner les droits à cette fonction lambda et écrire le code qui utilise le SDK pour appeler le secret manager pour dire hey, fais ta rotation Change. maintenant. À supposer qu'il y ait une API pour dire déclenche la rotation, ça je suppose que ça doit exister. Oui, alors ça c'est sûr qu'il y a. Enfin, je la connais pas, mais je suis sûr. Enfin, on peut la vérifier, mais je suis sûr que ça existe. Ouais. Alors, écoute, ça me semble. Moi, ce qui m'embête. Ça semble un peu lourd. Ouais. C'est comme un canon pour tuer une mouche, honnêtement. C'est vraiment ça. Et moi, ça m'énerve quand j'ai un feeling que c'est pas la bonne solution. Il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Je confirme qu'il y a une API qui s'appelle Rotate Secret sur Secret Manager qui permet de déclencher une rotation. Oui, c'est pas trop c'est pas une surprise, hein. C'est normal. On vous avoue qu'on est bloqué sur ce truc-là. J'ai posté la question dans un groupe CDK, un groupe avec des collègues. En même temps, Seb, quand on y pense, peut-être que l'arbre cache la forêt. Quand on y pense, est-ce qu'on n'aura pas besoin de toute manière un peu d'une étape de bootstrap? Parce que tu vois, la dernière fois, on s'est logué manuellement pour déployer la base de données, hein, pour faire le create table, etc. Donc, est-ce que finalement, on devrait pas avoir un truc, une étape de bootstrap qui va gérer un peu tous ces trucs? Rotation du mot de passe initial, déploiement du schéma de la BD, et puis tous les autres trucs qui vont apparaître quand le projet va continuer. Je me demande, est-ce que c'est peut-être pas ça en fait finalement? On arrive à un point où on pourrait imaginer, tu tapes CDK deploy, et puis après AWS Secret Manager, rotate secret, moins name égale quelque chose, ça va marcher. On pourrait essayer ça pour aujourd'hui, dire voilà, au moins si... ou je peux le faire à la console. Hein. Ouais, évidemment. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Mais je crois que, tu sais, je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans une situation où il va falloir quand même une étape de bootstrapping. On va pas avoir le choix. On va avoir tous ces trucs là qui vont venir, on saura pas où les mettre. Puis peut-être que c'est ça. Alors je sais pas, c'est peut-être trop tôt pour décider, mais alors là, c'est juste au cas où je switch. Mais si jamais, alors apparemment les dieux du live sont avec nous. Apparemment le stack a fini de déployer là le C2. Donc si on va là, je vous fais vite la démo pendant qu'il y a encore temps. Donc j'ai bien démarré EC2. Hein. J'ai fait quoi là? T'as lancé EC2. EC2, ouais. Donc elle est où là? Là t'es dans les non, mais je suis dans les images. Ok, je suis perdu. Excusez-moi là. Je me dis mais je suis où? Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, donc il m'a terminé celle d'avant. Donc celle-là, c'est celle qui m'a terminé, c'est quand j'ai lancé le delete stack, puis il m'a recréé celle-là, toute fraîche. Fraîche donc là, et elle a bien une Elastic IP. Elle a bien une Elastic IP que je peux copier là. Alors je sais pas pourquoi le copy-paste, le petit link 157, 131, 160. Ouais. 18. Alors je sais pas. Alors théoriquement, si tout va bien, ouais, ça va, ouais. Ouais. Voilà, donc ça a l'air d'avoir marché. 131, 160. J'essaye de bouger moi aussi. Ouais, ça marche. Ça a l'air de marcher. Et on a toujours une base de données. On a toujours une base de données. Par contre, tu sais, j'ai un doute. Est-ce que, pour être franc avec toi, j'ai un doute si on tape RDS ou pas. Je sais plus quel EMI j'ai pris. Hein. J'ai peut-être pas pris la bonne EMI. Ça dépend de l'EMI. Honnêtement, j'ai oublié. Je suis plus trop sûr de moi. Il faudra que je vérifie après. Je vérifierai après quelle image j'utilise. Est-ce que c'est celle qu'on avait créée initialement ou il faudrait peut-être en créer une autre. Donc si jamais, désolé. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, on retourne à notre secret. On essaye? Ouais, on déploie ça? Tu l'as déjà déployé? Moi, je l'avais déployé. Tu l'as déjà déployé.
je peux le killer si vous voulez. Bon, ça prend un peu de temps. Non, parce qu'il est moins 10 là. Donc je propose de ne pas détruire ce stack là. Donc ce stack, il nous a créé une base de données RDS. Et cette base de données RDS, à ton avis, là pour le moment, elle a le mot de passe hardcodé chips. Ouais, clairement, ouais. Bah oui, parce que regarde dans le code, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc on peut tester si vous voulez, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais clairement que tu vois là, le master. Pour vérifier qu'on est bien sur la bonne base, etc. C'est clairement hardcodé. Moi, je vais faire un peu, honnêtement, je vais faire un petit peu de lecture de mon côté, de réflexion pour voir cette histoire de rotation, de déclencher la rotation, comment on fait. Peut-être qu'on peut juste leur montrer aussi le secret qui a été créé ici. Donc, moi, je ferais deux choses. Si tu as le Cloud9 qui est dans le bon subnet pour se connecter à la base de données, juste se connecter à la base de données pour montrer qu'effectivement on se connecte avec master et chips 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis montrer le secret et faire une rotation à la main. C'est la fameuse phase de Bootstrap dont tu parlais. Et puis déclencher une rotation pour montrer qu'il faut utiliser un nouveau mot de passe pour se connecter à la base de données. Je pense qu'il faut que je crée un. Tu n'avais pas un environnement Cloud9 non, non, mais je l'ai parce que j'ai détruit le. Ah, le subnet. J'ai détruit le VPC. Enfin, j'ai redéployé tout une fois là. Mais on va vite en faire un, pas de souci. Attention, est-ce que j'étais dans le bon subnet? Alors justement, parce que là, je suis dans le subnet par défaut parce que les routes. Alors attends, il faut que je trouve juste le VPC dev. Donc ce qu'on va faire, Bachar est en train de démarrer une machine EC2, un Cloud9, qui soit dans le même subnet que la base de données, ou dans le subnet privé, puisque la base de données a un security group qui permet les connexions uniquement à partir du subnet privé. Donc lancer un Cloud9 dans le bon VPC et dans le bon subnet. Je laisse réfléchir pour que ça soit le bon. Je pense que c'est lui, le FA7, mais je vais vérifier. Pourquoi un Cloud9 n'est pas juste une Amazon EC2 instance? Parce que dans Cloud9, il y a déjà le client MySQL installé et qu'on a une belle interface web. Et que, ça va mais ça marcherait. On peut se connecter à travers le web, c'est plus facile que de faire des SSH, etc. Donc ça, c'est la première chose. De là, on va se connecter à la base de données dont vous venez de voir le script CDK, celle qui a le mot de passe hardcodé chips 1, 2, 3, 4, 5 pour vous montrer que ça a marché. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Secret Manager et on va déclencher à la main la rotation du secret. On va prendre le nouveau mot de passe dans la console de Secret Manager parce qu'on a le droit. Et on va refaire une tentative de connexion depuis le Cloud9 qui devrait démarrer. Je vais vite vérifier juste le security group qui est associé avec cette instance Cloud9 qui fort probablement n'aura pas la connectivité vers le security group. Alors c'est lequel? Enfin, alors je vais aller voir dans RDS, c'est quel. Partons de RDS et regardons quelles sont les règles de connexion. Le security group, parce que là on a tout démonté, remonté, hein, j'ai enlevé. Hein. Et là on est à chaque fois je détruis, je recrée, je détruis. Donc allons voir le guestbook dev. Sur la base de données, le security group est à droite là, il s'appelle default. Et un peu plus bas à droite, voilà. Ça m'inquiète un peu là. Attends, c'est quoi ça? Il s'appelle default. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est ce VPC. Ah, il ne sera pas créé dans le bon VPC. Il me l'a pas mis dans le bon VPC. Hein. Ah, donc il y a un petit bug dans le script de déploiement de la base de données, c'est ça? Ouais. Il n'a pas mis dans le bon VPC, autant pour moi. Je viens juste de remarquer ça. Ok, ça va être plus simple pour nos tests, mais un bug à fixer. Du coup, je peux tester de là parce que ça c'est dans le même. Mais c'est bizarre ça. Il a pas mis dans le. Ok, je vais regarder. Je regarderai durant le half time. Ok. Alors, mais en fait, du coup, je me demande si lui. Alors, juste voir les security groups. C'est le default. Qui veut ça? C'est le security group par défaut. Qui a pas grand chose. Cette source, ça va marcher, mais il faut que je l'assigne lui à mon instance, mon Cloud9. EC2 Cloud9 qui est là, qui peut-être il est déjà fait. C'est lui. Il est dans le même VPC.
Il est dans le même VPC parce le VPC que... par défaut. Je sais plus, attends. Parce que c'est le fameux problème que pour créer le VPC, je dois me mettre dans le VPC par défaut. Je dois avoir un nom parce que sinon je peux pas le créer. Alors, ou alors je le lance depuis mon ordi, mais bon, j'ai pas envie de faire ça. Non. Tu vois, il est dans le VPC par défaut ici. Parfait. Donc là, ça c'est le Cloud9 qui est dans le VPC par défaut. Donc si je viens ici, je crois que si je fais ça, on va voir, tester, ça devrait être bon. Puis on prend le endpoint, etc. Donc mon H pour ça, oups. En fait, peu importe. Non, là, ça n'a pas l'air de connecter. Ça prend trop de temps. Alors, il faudrait voir. C'est toujours un security group. Hein. C'est toujours ça, quand ce genre de problème. Hein. Enfin, c'est souvent ça, on va dire. Il y a Thibaut qui vient de trouver un truc dans la doc de CDK que tu vas aimer, à mon avis. Parce que je viens de regarder rapidement. Et ça a l'air de résoudre notre problème. En fait, dans la doc de CDK, où est-ce que je peux t'envoyer ça pour que tu puisses le trouver? Attends, je vais aller Non, sur Chime, c'est bon. Sur Chime, vas-y. Où que t'es sur Chime? T'es là. Boum. Chime, c'est notre outil de messagerie interne. Il y a un chapitre rotation des credentials sur l'objet RDS, et il y a une méthode qui fait ce qu'on veut. Il suffit d'appeler @rotation single user sur le cluster, sur la base de données, et qui rajouterait la rotation. Mais est-ce que ça exécute ou est-ce que ça assigne? It can be rotated automatically. Oui, mais ça c'est. Alors je vais tester, mais je te dirai la prochaine fois. Mais je pense que ce que ça fait, parce que je l'ai vu ça. Je pense que ça n'exécute pas. Ça fait juste l'attacher. Puis il va falloir attendre 30 jours pour que la rotation s'exécute. Parce qu'en fait, dans ce que nous on parle, c'est ici, il y a un truc qui s'appelle Rotate Secret Immediately. Donc ça va faire la rotation tout de suite. Et je crois pas que ça soit la même chose. Mais je vais tester pour voir là. C'est une bonne piste. Merci pour le lien. Il y a parce qu'un peu plus bas dans la même page, il dit il est aussi possible de créer un utilisateur en même temps que l'instance et de lancer la création. Et là, la rotation se fera dès que l'utilisateur est créé. Oui, exactement, ce bloc-là. Peut-être. Ok, je sais pas. Écoute, peut-être. Je vais tester. On va tester ça pour la semaine prochaine. Je suis pas sûr. Hein, si je me trompe, mais à culpa. Mais merci pour le lien. Donc c'est ça, on n'a pas toujours toutes les réponses. Hein. C'est le principe du live coding. Ouais. Alors, ok, en gros, oui, on en était là, mais là c'est un problème de security group à tous les coups. Je vais essayer de le trouver dans les 5 prochaines minutes là. C'est juste que c'est toujours stress un peu en live. Donc, c'est quoi le délire? Alors ici il y a all source ça. Donc lui, il fait partie de ce security group là, et c'est le même. Hein. C'est bien. Mais c'est pas le même. Non, parce que celui-là, ce Cloud9, c'est le Cloud9 DB que tu viens de lancer, et celui-là, il est dans le bon VPC, là où la base de données n'est pas. Donc, il vaut mieux partir sur ton guestbook initial. Dev, exact. Parce que lui, il est dans le VPC par défaut. Mais oui. Autant pour moi, j'ai fait un misclick. Merci. J'ai fait un misclick, il est là. Et tu lui rajoutes défaut, et en principe, ça devrait être bon. Donc, voilà. Attends. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est bien. Ça c'est connecté, mais le mot de passe, je sais plus c'est quoi. Chips 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est chips 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point d'exclamation. Parce que je crois que chips tout court c'est pas assez long. Puis le master c'est quoi l'username? C'est pas master. Ça je sais plus. C'est DB user. DB user. Ouais. Personne m'a demandé. Voilà, ça marche. Ok, donc là c'est pour vous montrer que le script CDK il fonctionne avec le username et password hardcodé. Maintenant on va dans Secret Manager. Alors on espère que ça va marcher. Donc le secret il a été créé par le CDK avec l'option de rotation, donc il y a une fonction lambda associée, etc.
et on peut cliquer sur ce bouton Rotate Secret Immediately. Vous pouvez faire la même chose en ligne de commande. J'ai un petit message d'erreur, alors attends. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Ah, là il me dit qu'il y avait une rotation précédente qui n'a pas marché. Terminée. Ouais, là c'est un petit peu... Alors là c'est là où il faut un petit peu... Qu'est-ce qui manque? Oula, donc ça c'est le log de la fonction lambda. Ah! Et il dit quoi le log? Unable to log into database. Alors attends, est-ce qu'on est au bon endroit? 18h08, je suis pas sûr qu'on soit au bon endroit, attends. 18h18, c'est un peu bizarre, hein, les timestamps. Ouais, ça c'est... Non, ça fait pas de sens. Alors attends... si tu rafraîchis là, la liste... Ah, voilà, c'est mieux. Ah, voilà. Ben, successfully... Oui, mais ça c'est retrieved. Oui, ok, super. Donc là, il me dit qu'il l'a récupéré, mais c'est pas vraiment ça que je veux, moi. C'est parce que quand j'ai fait le... Alors quand je clique ici, retrieve, ça fait un appel et ça s'affiche dans ces mêmes logs. On refait un rotate. Ah, c'est pas le log de la fonction lambda, alors c'est le log du secret manager lui-même. Ouais, mais là c'est bizarre. Il n'arrive pas à se loguer dans la base de données. Il n'arrive pas à faire son set secret. Unable to log in. Est-ce que c'est pas un problème de security group aussi, par hasard? Ouais, ou de VPC. Comment Secret Manager? Comment la fonction? Dans quel VPC elle tourne cette fonction de lambda? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Allons voir. Et VPC. VPC. Il est dans... Ah oui, mais c'est pas bon. Il est dans le bon VPC, lui. Mais le problème, c'est que... Ouais, mais le problème, c'est que le RDS, il est dans le mauvais... Aurora est dans le VPC par défaut. Ça... Oh là là, je sais pas pourquoi. Alors là, il y a un changement dernière minute. Donc, ce qui se passe, c'est que la base de données est créée dans le VPC par défaut par erreur, au lieu d'être créée dans le vrai VPC de prod, tandis que la fonction lambda, elle est créée dans le bon VPC. Et donc, elle n'a pas accès à la base de données, c'est simplement ça. Quelle blague, hein? Ouais. Ils peuvent pas se mettre d'accord et se mettre dans le même VPC. On peut regarder rapidement dans la dbconfig pourquoi ça serait le mauvais VPC, parce qu'on a quand même le subnet group name. Je crois que je sais pourquoi. Moi, je soupçonne quelque chose. Je soupçonne ça. Je soupçonne que ça, il n'a pas récupéré le VPC. Et pourquoi il n'a pas récupéré le VPC? Parce que là, le VPC est injecté dans les propriétés. Ouais. À mon avis, il ne le récupère pas. Et puis ça doit valoir rien du tout. Genre undefined ou chose comme ça, ou c'est pas valide. Et du coup, ici, à mon avis, la façon dont il se comporte, c'est qu'il prend... Mais c'est quand même bizarre qu'ici, il me crache pas dessus. Hein. Non, à mon avis, il y a autre chose là. Dans le DB subnet group name qu'on a fait la fois passée, je rêve ou on ne voit pas de VPC? On ne spécifie pas de VPC? Si, là. Où ça? Ah, VPC Select. Ah ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça doit valoir. Ouais, c'est peut-être pas ça doit valoir le VPC par défaut. Et en revanche, attends. Et dans Secret Manager, c'est toujours cette variable VPC que tu utilises? Alors, elle n'est pas dans Secret Manager VPC. Hein. Dans VPC, il y a le host de la BD, il y a le username, le password de l'engine. Et comment il peut savoir dans quel VPC il doit créer la lambda alors? Le Secret Manager? Ouais. Ah, tu parles... Attends, excuse-moi, quand tu dis Secret Manager, tu parles du code. Oui, on le passe le VPC là. Ah, d'accord. Donc là, et c'est la même variable, donc a priori, elle est bonne. C'est la même variable. Ouais. C'est la même variable, ouais. Donc ça, c'est un bon point. Tiens. S'il a bien créé là, ça veut dire que cette variable, il faudrait débugger là, mais il faudrait dumper cette variable, mais fort probablement que c'est la bonne variable. Donc qu'est-ce qu'on a changé ici? Moi, j'ai pas changé. Il y a un truc, c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours un changement bête. Faudrait voir ça vaut quoi? Ouais. Je pense que je peux dumper ça. Alors attends, je peux essayer. Attends, je peux faire un truc comme ça. Un console log ou un truc comme ça. Ouais, juste ça. Bon, il reste pas beaucoup de temps là, non, mais je vais faire ça puis on débuggera. Ce que je propose, c'est pour la semaine prochaine tester le truc que Thibaut a trouvé. Donc
add rotation sur l'objet cluster d'Amazon RDS. Et puis quand même avancer, parce que là ça fait 3 épisodes qu'on est sur la base de données CDK. Et même si tout n'est pas parfait, continuer d'avancer et continuer dans le prochain épisode. Ça serait quoi? Ça serait, on va commencer à se mettre un peu en load balancing et avec un auto-scaling group, ce qui est assez facile à faire avec le CDK. Juste parce qu'on est curieux, on attend quand même le résultat du deploy. Ben là, j'ai juste fait en fait, il détecte aucun changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, mais log, ça change rien dans l'infrastructure. Ça change rien, mais du coup, j'ai quand même, regarde mes subnets, c'est ça qui m'a dumpé. Hein. Donc, il est allé sur les bons subnets. Hein. Et ça, c'est censé être les isolated, c'est quoi, isolated subnet ID? Attends, mais ça, c'est pas mon console log. Attends, je dis n'importe quoi. Ça fait beaucoup de subnets, hein. Il devrait t'en donner que 3. Non, je dis n'importe quoi, excuse-moi. Pourquoi il ne fait pas le console log? Guestbook Dev RDS. Ça, c'est les outputs de. Ouais, mais c'est. Attends, je vais faire un VPC. Ah non, tu peux pas console log le VPC. Il faut ça devient un petit peu embêtant. Ouais, c'est des gros Ah ouais. Bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Je regarderai de mon côté, je veux pas trop. En gros, on a fait 2 choses aujourd'hui. On a fait un recap. On a quand même progressé. On a un CDK. On a déployé l'instance EC2 quand même. Ouais, c'est ça. Ça s'est automatisé. On a un stack CDK pour EC2. On crée les secrets. On a la rotation. Bon, il y a un problème, c'est que la rotation. Elle devrait marcher, quoi, mais c'est juste qu'on n'est pas au bon endroit là. La lambda peut pas parler à la BD. Il faut que la BD soit au bon endroit. Donc là, il y a un bug qu'on va loguer dans notre Jira qui n'existe pas. Et voilà, je vais le fixer. Et la semaine prochaine, on vous donnera la solution pour ce truc-là. Et on rajoutera un auto-scaling group et un load balancer, ce qui devrait être assez facile. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout, bonne app s'il est l'heure de manger chez vous. Merci à Thibaut de nous avoir donné un coup de main, à ceux qui ont regardé patiemment et qui ont essayé de suivre l'épisode. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne semaine, Bachar. Ciao. Bonne soirée. Bye bye.